Bonsoir à toutes et à tous et à vous chez vous aussi qui nous regardez. Effectivement, comme chaque mercredi, désormais, rendez-vous Élysée, au Palais de l'Élysée, où se tient en amont le Conseil des ministres et en aval ce fameux point presse avec la ministre et porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, donc qui tient une conférence de presse qui fait suite au Conseil des ministres. La boucle est bouclée. Bref, le principe est simple. Elle vient rendre compte de ce qui s'est dit le matin et décider via une prise de parole d'environ 10 minutes et ensuite se tient à la disposition des journalistes pour répondre aux questions. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, la panthéonisation des deux résistants, communistes et arméniens, Misak et Méliné Manouchian, un hommage important, mais qui, depuis l'étranger, est un signe, je cite le courrier international, d'une France qui carbure à l'hommage national. Même France Info, aujourd'hui, titrait ce matin « La panthéonisation, une arme politique pour Emmanuel Macron ». Vous le voyez à l'écran. Alors, Prisca Thévenot nous a ensuite parlé d'un ralentissement économique mondial, de la croissance à l'international, pour préciser que la France, je la cite toujours, résiste mieux que ses voisins, afin d'introduire le sujet du jour qui fâche, les 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État annoncées dimanche par Bruno Le Maire. Alors il fallait soit augmenter les impôts, soit se serrer la ceinture. Je la cite de nouveau, à résumer donc de façon manichéenne, la ministre, vous devinez aisément sur le plateau, j'imagine, et vous chez vous, la réponse qui a été faite et les ceintures de qui seront serrées. Alors, mais pour faire moins peur, tu vois, moi aussi je fais les mots, mais qui fait moins peur, pour faire moins peur, elle préfère finalement parler de démarche de sobriété dont elle dit que les Français sont demandeurs. On la croira donc sur parole, là encore. Et après avoir parlé agriculture, puisque, comme tu l'as dit dans le flash, le salon tant redouté approche, pour annoncer un projet, comme tu l'as dit, de loi pour l'agriculture, qui devrait, selon eux, répondre à la colère du secteur, la porte-parole a précisé l'action du gouvernement. Les ministres tout fraîchement reconduits ou nommés, vont bientôt recevoir, dit-elle, des feuilles de route toutes claires pour conduire la politique voulue par Macron et Attal, avec des objectifs eux aussi très clairs. Ces objectifs restent catégorisés autour de 4 grands axes. Porter de nouvelles réformes pour atteindre le plein emploi, poursuivre le réarmement économique de notre pays, désmicardiser, débureaucratiser et déverrouiller. Déverrouiller, elle l'a dit comme ça. Quoi donc ? On ne saura pas. Et la ministre a terminé avec un dernier point. Dernier axe, renforcer l'ordre civique républicain et encourager l'engagement. Renforcer l'ordre civique républicain et encourager l'engagement. Sans doute une autre manière de dire réarmement civique. Dans les deux cas, la formule est volontairement floue et déchaîne évidemment les passions à l'heure où la guerre continue de faire rage entre la Russie et l'Ukraine. Ukraine qui vient, on le rappelle, tout juste de signer un accord d'aide militaire de 3 milliards d'euros avec la France. Un accord qui questionne et qui inquiète beaucoup de monde, d'autant plus qu'il est signé en dehors de tout débat démocratique ni vote. Vient enfin l'heure, tant attendue, du coup, d'échange avec les journalistes. Je débute avec une question sur les annonces de Bruno Attal. Bonjour Madame la Ministre, Jamie Stanley du Média. Donc revenons sur les 10 milliards, les annonces de 10 milliards d'euros d'économie par Monsieur le maire ce dimanche. Il dit, je le cite, « Le plus dur est devant nous ». Est-ce que devant nous s'annonce un tournant de la rigueur assumé ou non assumé ? Absolument pas. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt que d'être dans un champ lexical de la peur et de l'angoisse, mais plutôt dans une démarche d'action en responsabilité. Et pour apprécier cette démarche d'action en responsabilité, je pense que le plus facile est de regarder derrière nous, pour aussi prendre les Françaises et les Français à témoin. Depuis 2017, grâce à l'action résolue menée par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, nous avons pu, pour la 4e année consécutive, être le pays le plus attractif d'Europe. Nous avons pu créer 1,7 million d'emplois en France. Nous avons pu ouvrir 300 nouvelles usines en France et réindustrialiser notre pays pour continuer à gagner en souveraineté et en indépendance. Tout va bien. Elle poursuit en me disant donc que nous avons tenu le choc ensemble, ce sont ces mots, avant de trouver des aspects négatifs, puisqu'il y en a, il faut quand même le dire. Mais à l'étranger, la ministre rappelle que le ralentissement économique vient de Chine ou encore d'Allemagne. La France, elle, resterait dynamique, donc il n'y aurait pas matière à angoisser ni avoir peur. Donc vous qualifiez là les propos de monsieur le maire de peur et d'angoisse. C'est pas. C'est ce que vous venez non, je citais les propos de monsieur le maire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas générer de peur et d'angoisse. Pourtant, en disant le plus dur est devant nous, c'est un peu angoissant. Je viens de vous répondre. En fait, moi, je suis en train de vous dire que le meilleur est toujours devant nous parce que nous prenons les responsabilités. Et il ne faut pas mentir. Est-ce que le contexte économique mondial, européen est compliqué ? Oui. Est-ce que nous avons été un des pays à mieux résister jusqu'à présent ? Oui. Est-ce que nous allons continuer à l'être ? Oui. Et c'est pour ça que nous nous en donnons les moyens.
Alors, à écouter la ministre, tout irait bien dans notre beau pays géré par Emmanuel Macron d'une manière exemplaire. J'exagère à peine le trait, mais c'est un peu ça qu'elle veut dire. Je lui rappelle quand même un chiffre qui me semble pertinent. La France compte 330 000 personnes à la rue, 3 000 enfants, un record européen en tenant en compte le nombre d'habitants par pays, un chiffre qui a doublé en 10 ans et que ce chiffre démontre que les politiques menées par M. Macron au pouvoir depuis 7 ans ne sont pas si prodigieuses. Revenir et boucler la boucle sur les 10 milliards, il y a 750 millions d'euros, on parle de ces chiffres-là, qui seraient en économie sur l'éducation nationale qui est quand même un peu à la peine, on le voit, les manifestations, les professeurs en grève, etc. Comment on justifie aujourd'hui 750 millions d'euros d'économie au sein d'un ministère qui peine à boucler ses budgets ? On parle de chiffres et je pense que c'est important de rappeler des chiffres qui sont vérifiés et qui sont clairs. C'est que l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État depuis 2017, en continuité tous les ans. Et l'année 2024 ne va pas déroger à cette règle. Pour preuve, nous allons augmenter le budget de l'éducation nationale entre 2023 et 2024 de 3,9 milliards d'euros, qui va se porter donc pour cette année à 63,4 milliards d'euros. Donc tout en continuant d'augmenter, vous allez en même temps diminuer le budget de 750 millions, du coup, des économies tout en dépensant. Tout en augmentant, en diminuant, j'ai pas compris. Moi non plus, je cherche à comprendre, justement. Voilà. Je reprends vos propos. Le budget va augmenter, mais les économies vont donc se faire. Les feuilles de route, les feuilles de route. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des objectifs et des priorités. Et je vous le redis encore une fois, il n'est pas question de venir raboter sur la priorité du président de la République et du Premier ministre, qui est l'éducation de nos enfants et donc l'éducation nationale, coup, notamment à l'endroit, je finis juste ma phrase après. Faites, mais du coup, j'aimerais justement avoir... Notamment à l'endroit des réformes qu'on attend, qui sont effectivement des réformes attendues, le choc des savoirs et la capacité, par exemple, de mettre en place des groupes de niveau. Oui. Maintenant, sur le détail que vous donnez, les feuilles de route sont en train d'être discutées et travaillées entre la ministre de l'Éducation nationale et Bercy. Elles sont en cours et seront finalisées pour le 4 mars. Donc on ne sait pas pour l'instant sur quoi seront Je vous ai donné les chiffres qui étaient sûrs et validés. Très bien. Merci. De rien. Alors bien sûr, ce que vous voyez ici, ce sont des extraits de nos échanges qui sont, eux, plus longs et plus nombreux. D'autres personnes sont là, évidemment. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de l'Élysée pour visionner tout ça en entier, notamment les questions des confrères et consoeurs présents à ce moment-là, comme chaque mercredi. Alors, sans transition, passons donc au deuxième thème que j'ai choisi d'aborder et qui est inscrit dans l'actualité internationale. Bonjour. Alors, la semaine passée, mon confrère de chez Off Investigation, vous vous souvenez, Fabien Ribs, vous questionnait sur la situation dramatique de Julian Assange, ce journaliste australien, aujourd'hui retenu depuis 12 ans maintenant, sans liberté en Angleterre. Et à ce moment-là, récompensé pour son travail de journaliste, vous n'aviez pas répondu à sa demande ni rien, mais vous avez noté la question, donc je vous la repose aujourd'hui. Assange risque l'extradition vers les USA, où il pourrait être condamné, vous le savez comme tout le monde, à 150 ans de prison. Et il se bat aujourd'hui même pour obtenir un appel lors d'une audience qui se tient à ce moment même. Non, je n'ai pas encore tout dit, je n'ai pas terminé ma phrase. L'actuel rédacteur en chef de Wikileaks a déclaré hier, je cite, en parlant de la France pourrait se faire entendre. Si vous ne vous exprimez pas, donc il parle de la France maintenant, vous entrerez dans l'histoire comme étant du mauvais côté de l'histoire. Fin de citation. Que compte faire du coup la France pour être, selon lui, du bon côté de l'histoire ? Vous êtes sûr qu'on va dire que la France est du mauvais côté de l'histoire aujourd'hui ? Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et donc, nous devons laisser cette procédure judiciaire se faire comme toutes les autres procédures judiciaires. Point. Sur le cas général de M. Assange. Mais je viens de vous le répondre. Donc pour vous, M. Assange qui a révélé des informations cruciales, notamment, on le rappelle, entre autres, sur la guerre en Irak, les crimes de guerre commis par les USA, mais aussi 3 présidents français qui ont été mis sous écoute par les renseignements états-uniens. Tout cela, ça ne rentre pas dans une grille de lecture pour avoir un avis. La seule grille de lecture à avoir, excusez-moi, dans un état de droit, c'est de respecter le temps judiciaire. Et le temps judiciaire est en cours. Et donc, si l'extradition se fait... Laissons le temps judiciaire se faire. Admettons, non, il n'y a pas de si. Je pense qu'il est important de laisser le temps judiciaire se faire. Je peux poser quand même ma question. Allez-y. Donc, si l'extradition se fait, est actée, alors que nous savons, ça a été rappelé hier dans la Cour, que des projets d'assassinat de M. Assange avaient été 11 sources l'attestent, des renseignements états-uniens avaient projeté l'assassinat de M. Assange. Si l'extradition se fait demain, est-ce que vous confirmez là maintenant que la France regardera sans rien faire ? Je vous confirme qu'encore une fois, je veux bien entendre que le temps judiciaire peut-être être long, mais il est à respecter. Il est à respecter, d'autant plus dans un état de droit.
Merci. Les faits, rien que les faits. D'accord, merci. Merci à vous. Bon, tout est dit, rien n'est dit. C'est toute la tragédie dans laquelle Julian Assange sombre depuis maintenant plus d'une décennie, hein, évidemment. On le suit, nous suivrons donc encore une fois l'avancement du dossier. Et pour finir, je reviens au micro afin de poser, reposer, j'allais dire, ma question. Souvenez-vous, vous avez suivi, tu étais sur ce plateau la semaine dernière, celle de mercredi dernier, auquel je n'ai pas eu de réponse, concernant les NAS policières en France, cette pratique qui consiste à encercler des manifestantes et manifestants, de manière un peu arbitraire, ou du moins voilà, illégale, on va le voir, dans les rues de France, et les priver de liberté. Cette fois, la ministre a des éléments. On va même la voir lire ses fiches. Je vous permets bonjour de nouveau. Alors, c'était ma question de mercredi dernier, vous vous en souvenez sans doute. Par un arrêt, je vous rappelle, par un arrêt du 8 février 2024, donc au début du mois, la Cour européenne des droits de l'homme a fait savoir que la pratique de la NAS en France était pendant longtemps illégale, jusqu'au décembre 2021, suite au nouveau schéma du maintien de l'ordre, et portait atteinte à la liberté d'aller et de venir en absence de cadre juridique précis des manifestants, du coup, en France. Donc la Cour a condamné la France le 8 février dernier. Ma consoeur, comme je vous le rappelais mercredi dernier, Emma Audrey, a demandé une réaction à M. Darmanin le 12 lors d'un déplacement à Besançon. À ce moment-là, il n'a pas souhaité répondre et a préféré se dire, je le cite, « Heureux qu'à Besançon comme ailleurs, on aime la police nationale ». Fin de citation, et il s'en va. Nous sommes donc le 21 février, une semaine après cette question que je vous ai posée du coup la semaine dernière. Quelle est la réaction officielle, puisque je n'avais pas de réponse la semaine dernière, de l'État suite à cette condamnation ? Il y a eu effectivement un sujet qui avait été mis en 2020-2021, c'est ça, sur le sujet d'encerclement et de la pratique de la NAS. Oui. Sur cette capacité à sortir de cette NAS avec des ouvertures bien précises, et sur également l'enjeu de la sommation, parce que c'est aussi un enjeu lié à la pratique de la NAS. Des dispositifs ont déjà été mis en place dès 2021, et notamment sur la pratique de la sommation, mais aussi la pratique de l'encerclement. Nous continuons à le faire, à le mettre en œuvre avec les forces de l'ordre, sur cette capacité à bien former et bien faire en sorte que l'ensemble des femmes et des hommes, parce que c'est des femmes et des hommes qui assurent la sécurité au quotidien, puissent le pratiquer comme il se doit, au regard des conclusions qui avaient été portées par le Conseil d'État. Donc, que la France soit condamnée pour sa pratique illégale de la NAS policière n'appelle manifestement pas de réaction de la porte-parole du gouvernement, puisqu'elle ne réagit pas là-dessus, elle se contente de lire sa fiche de réponse, sauf que cette condamnation vaut jusqu'à la fin 2021. Et qui était au pouvoir jusqu'à fin 2021 et depuis 2017 ? Mais du coup, quand même, jusqu'en 2021... M. Macron est entré à l'Élysée en 2017. Oui, et en 2021. Ces années-là, est-ce que ce n'est pas une forme de camouflet, justement, pour les politiques menées, notamment contre toutes les manifestations sociales, à part celles des agriculteurs, on l'a vu ces dernières semaines et mois, je veux dire, un camouflet pour la politique de maintien de l'ordre à la française. Je pense qu'il est important de rappeler quelque chose. Je vous ai répondu précisément sur le sujet de la pratique d'encerclement et également des modalités pour les sommations, qui ont été effectivement revues au regard des conclusions du Conseil d'État, parce que quand le Conseil d'État met des conclusions, nous les respectons et nous les appliquons. Ensuite, j'aimerais simplement rappeler, parce que vous parlez des manifestations, des agriculteurs, etc. Les mouvements sociaux en date où je fais référence. Voilà, mais très bien, mais pas de débat. Les forces de l'ordre, quand ils sont sur des manifestations, c'est avant tout et en premier lieu pour protéger les manifestants. Je pense que c'est important de le rappeler aussi et faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler comme il se doit, dans le respect des biens et des personnes, et donc en premier lieu des manifestants eux-mêmes. Vous avez vu la pirouette, malgré ma relance précise sur la responsabilité du gouvernement, de son gouvernement pour des NAS, elle revient rapidement sur les éléments indiqués sur sa fiche, puis très vite effectuer un revirement et arriver sur la question policière dans son ensemble. Écoutons la suite pour finir. Dans le respect des biens et des personnes, et donc en premier lieu des manifestants eux-mêmes. Ça, c'est l'idéal. Non, c'est vraiment... C'est toujours le cas pour vous ? Je pense qu'il faut... Vous savez... Parce que nous, en tant que journalistes, quand on parle de la police comme ça, vous savez, quand on parle de la police comme ça... Je ne parle pas de la police comme ça. Non, mais moi, je vous le dis... Non, mais quand on parle de la police comme ça, c'est des femmes et des hommes, de manière générale, de manière très désincarnée. Moi aussi, je voudrais vous parler, en fait, ce sont des hommes et des femmes derrière, qui ont à cœur de bien faire leur métier. Oui, pour beaucoup. Voilà. Mais pas pour tout le monde. Parce que là, si vous voulez, il y a effectivement maintenant... C'est un sujet important, je me permets de relancer. Depuis fin 2021, il y a un cadre légal. Effectivement, vous l'avez rappelé ici, donc de faire face avec des choses très strictes. Sont permises, ces NAS policières, lorsque les policiers et policières font face à un risque de violence
avérée et grave. Je le lis finalement là, hein, avec des manifestants qui peuvent être violents gravement. Il y a aussi l'obligation d'une durée strictement nécessaire et proportionnée, etc. Et pourtant, j'ai pu observer, et d'autres, et filmer à maintes reprises ces règles non respectées depuis 2021, notamment en mars 2023, dans le centre de Paris, on l'a documenté avec Mediapart à ce moment-là, lors de la réforme des retraites, où des passants se sont vus nasser, privés de liberté pendant des heures, sans info, alors que c'est obligatoire dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, on doit communiquer avec les manifestants, des gens arrêtés aussi arbitrairement, etc. Du coup, on peut se demander, puisque vous écoutez, ça n'a pas lieu, quand est-ce que ces pratiques seront du coup stoppées ? Je le redis encore, de façon assez claire. C'est que les règles ont été rappelées. Oui. Maintenant, si vous avez à votre connaissance précisément des moments où ça ne s'est pas passé comme il se doit, n'hésitez pas à aussi les faire remonter pour qu'on puisse prendre les mesures derrière. Mais ne pas faire de généralité sur le principe que, et c'est pas ce que vous avez fait, mais je préfère le dire, que la police ferait autre chose que protéger les Françaises et les Français, et donc aussi les personnes qui veulent manifester sur différents sujets. Donc, si vous avez à votre connaissance des moments où des agents de police n'ont pas respecté la loi et les procédures comme il se doit, vous qui m'écoutez là ou chez vous, eh bien, vous êtes invité à les faire remonter auprès du gouvernement pour qu'il puisse agir, parce que sans ça, c'est pas possible. On a ensuite donc continué pour finir d'aborder un peu la question police, qui m'a permis de raccrocher l'actualité, notamment du papier du Monde du 17 de ce mois-ci, qui rappelle le fléau des boucles WhatsApp, Facebook, Telegram, où des milliers de policiers échangent des messages racistes, homophobes, suprémacistes appelant à la violence armée aussi. Elle semblait découvrir ce qui est pourtant fait la une de la presse ces dernières années. La ministre ne doit donc manifestement pas souvent lire la presse, et c'est quand même ballot. Du coup, une fois les échanges avec les journalistes terminés et les caméras éteintes, j'ai profité de ce qu'on appelle le off pour aller lui communiquer quelques bons liens, par exemple des émissions du Média, des liens de Mediapart, ou encore quelques enquêtes de Street Press. Elle va les lire, et puis de quoi nourrir nos prochains échanges, car c'est d'ores et déjà pris le rendez-vous à mercredi prochain. Merci beaucoup, Djemil, pour cette chronique très, très riche. Et puisque tu parles de off, je crois que c'est justement dans ce off que quelque chose de particulier a eu lieu. Alors oui, c'est particulier et je crois qu'il faut en parler. Alors, le off, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, peut-être autour de la table, évidemment, le off, c'est un moment un peu totalement informel, le contraire du on, où les choses se disent de manière on, et qui peut s'éveiller un peu périlleuse. Alors il faut imaginer la scène, c'est-à-dire que là, une fois que les caméras s'éteignent, nous sommes toutes et tous ensemble, debout, autour d'un mini buffet assez chic. C'est sympa. Depuis quelques temps, ils ont mis ça, où on peut boire un verre et discuter, etc. Et pendant l'échange que j'ai avec la ministre, que je vous expliquais à la fin de la chronique, une consoeur d'un très grand média français intervient et me prend à partie devant toute l'assistance. Ambiance, soutenue par une journaliste d'une autre grande chaîne d'infos privée que je ne citerai pas. Elle s'est exprimée, et du coup, toutes les deux, et deux choses. Les échanges entre la ministre et les journalistes sont trop longs. Voilà. Et de plus, mes questions ne sont ni en lien avec l'ordre du jour fixé par le gouvernement, le Conseil des ministres, ni avec l'actualité. Du coup, c'est un peu dommage, parce que d'abord, c'est faux. La question d'Assange, l'audience, c'est aujourd'hui. Les NAS policières, du coup, c'est l'actualité un peu tout le temps. Et la condamnation, c'était il y a quelques jours. Idem pour les annonces de Bruno Le Maire, c'était donc du coup dimanche. Alors, mais si je décide d'en parler ce soir, Nadia, et puis vous ici, c'est que j'ai assisté à une prise de parti d'une consoeur, c'est quand même, au-delà de la blague, c'est quand même assez, disons-le, grave, qui est allé chercher l'appui de la ministre présente pour le faire. C'est-à-dire que selon elle, notre consoeur, qui n'a posé aucune question d'ailleurs aujourd'hui, l'exercice devait être court, rapide et calqué sur le... tu vois un peu ce que je veux dire, l'ordre du jour. Donc du coup, il y a une ligne éditoriale, on peut pas demander aux gens, tu respectes ce que les thèmes imposés. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on le fait tous les mercredis, pendant 10 minutes au moins au départ, on respecte cet ordre puisque c'est quand même l'actualité. Et après, s'élargissent les questions. Il n'y a pas de règle en l'état. Et la ministre, sent tout de suite un peu l'embrouille, donc elle va manger un morceau là-bas. Mais tout le monde reste attentif et au débat, et une partie de l'entourage de la ministre acquiesce. C'est pour ça que je parlais de vous le raconter, en fait, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe. Acquiesce et va dans le sens de la journaliste qui m'interpelle. Alors moi d'abord, puis Myriam Laribi qui est aussi présente et qui se défendra elle aussi. Alors je trouve l'événement au minimum fort problématique, elle aussi, et puis d'autres personnes présentes, voire très grave, parce que dans l'échange, j'ai exprimé être tout à fait ouvert et compréhensif de ma foi des réalités et des attentes de chacun, des journalistes. Je ne suis pas là pour dicter, toi tu dois faire ça, etc. Apparemment l'inverse c'est possible et c'est quand même dommage. Et j'ai d'ailleurs posé la question, est-ce qu'il y a un règlement
Est-ce qu'il y a des règles? Il n'y en a pas, en fait. Ça s'appelle la liberté de la presse, et c'est heureux. Et donc, respecter l'ordre du jour des conseils des ministres, voilà, comme je l'ai dit, c'est fait. Et malheureusement, ces deux personnes ont continué à répéter leur courroux, leur opposition de ces pratiques nouvelles qui ne leur conviennent pas, de ces nouveaux médias, disait-elle à ce moment-là. Donc, c'était assez marrant. Ces questions hors sujet, qui ne le sont donc pas, vous avez compris, devant le silence attentif de tous les autres. Et donc, c'est marrant parce qu'au début de l'émission, quand tu rappelles aux gens qui nous regardent, soutenez le média pour une autre forme de média, ça rentre complètement en lien avec ce qui vient de se passer, en fait. Et que vous n'avez pu voir. On ne pas faire de journalisme de gouvernement. Disons qu'on peut le lire un peu comme ça, et c'est un peu fâcheux, même s'il ne faut pas non plus faire le procès de nos consoeurs et confrères, parce qu'ils ont, encore une fois, on le comprend, d'autres manières de faire, et soit chacun fait ce qu'il veut, en fait, et il y a un cadre, et ce cadre, c'est 40 minutes. 40 minutes. C'est vraiment que ça. 40 minutes de questions au gouvernement. Le seul lieu, c'est la chose qu'il faut retenir, en fait. Ce rendez-vous qui dure 40 minutes par semaine, si c'est trop long, je ne sais pas ce qui est plus court. On ne peut pas réduire encore plus, en fait. C'est le seul lieu de dialogue direct et filmé entre le pouvoir, donc ici, la porte-parole du gouvernement, et les journalistes. C'est un moment que j'estime précieux et rare, qu'il faut faire vivre, et donc réduire ces 40 minutes un peu plus court, ça me semblait un peu fort, en fait, de café, quoi. Donc voilà, je peux comprendre le courroux, quoi, qui peut arriver, mais je le dénonce quand même. Merci beaucoup, Jamie Le Charlier, pour cette restitution très complète.